Bien le bonjour. Aujourd'hui, dans notre exposé, nous allons parler de La guerre des mondes de H.G. Wells. Pour commencer cet exposé, nous allons tout d'abord faire une petite introduction sur l'auteur avant d'étudier le roman. Alors, H.G. Wells, de son vrai nom, est un auteur de science-fiction du 19e et du 20e siècle. Il est notamment très connu pour des ouvrages tels que La machine à explorer le temps, paru en 1895, L'île du docteur Moreau, paru en 1896, L'homme invisible, paru en 1897, et La guerre des mondes, que nous allons étudier juste après. H.G. Wells écrit des romans dans un style de littérature de voyage et sa littérature se range dans un genre littéraire qu'est la science-fiction. Il représente parfaitement le genre, d'ailleurs, car ce sont des fictions avec des notions scientifiques, ce qui est en soi antithétique mais pas incompatible si on s'amuse à décomposer le mot de science-fiction. C'est là où on retrouve l'antithèse en soi, mais ce n'est pas incompatible selon lui. Il fut longtemps considéré comme un précurseur du genre de la science-fiction par ailleurs, et ses romans sont considérés comme des romans scientifiques. Voilà, on a souvent appelé les romans de H.G. Wells comme cela, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des thématiques sur le domaine des sciences, de toutes sciences d'ailleurs, hein, sur des découvertes humaines, et ces sciences se basent alors sur des faits scientifiques qui se verront vraisemblables dans ces textes, tout cela dans une utilisation d'une littérature de voyage afin de raconter une histoire. Et évidemment, l'emploi de cette science n'est qu'un prétexte afin de raconter des histoires, bien sûr. Son utilisation novatrice du voyage dans le temps, des invasions extraterrestres, des expériences scientifiques a élargi les horizons de la fiction spéculative. Par ce fait, H.G. Wells a contribué de manière significative à la popularisation du genre de la science-fiction en tant que genre littéraire. Ces textes ont souvent de nouvelles perspectives sur la science, la technologie et les implications et la recherche scientifique. En plus de son impact dans le domaine de la littérature, les œuvres de H.G. Wells ont également été adaptées à de nombreuses reprises à la radio, au cinéma, à la télévision et au théâtre, ce qui a contribué à perpétuer son héritage au-delà du monde littéraire. Maintenant que cela s'est fait, on peut aussi dire évidemment que il a influencé de nombreux écrivains. Je vais terminer là-dessus. Des écrivains tels que Jules Verne ou Isaac Asimov, et c'est pour ça il a longtemps été considéré comme un grand précurseur du genre. Nous allons parler maintenant de La guerre des mondes, hein, de ce livre dont nous allons étudier aujourd'hui. La guerre des mondes de H.G. Wells est un récit de science-fiction qui est paru en 1898 et c'est un roman qui est entièrement rédigé à la première personne. Le narrateur est non nommé et l'on suit l'histoire de son point de vue. Il raconte une histoire au passé, il l'a déjà vécue et il nous raconte tout le périple qu'il a vécu, on va dire. Et on va suivre cela depuis le début jusqu'à la fin de l'événement. On a donc un narrateur qui ne joue pas le rôle d'un héros à proprement parler. On ne s'attend pas aux péripéties qu'il va vivre. On sait qu'il va s'en sortir. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu et de suspense à propos de cela. Et ce héros, il ne joue pas du coup ce rôle-là du personnage qui va vivre des aventures et traverser des péripéties. Il n'y a pas de quête chevaleresque, par exemple, à proprement parler. Déjà parce que l'univers ne le permet pas, et surtout, narrativement parlant, ce n'est pas possible. On le remarque pour plusieurs raisons. Déjà, l'auteur parle avec un narrateur qui veut expliquer ce qu'il se passe. Et il n'est qu'un individu dont on ne suit dont on ne suit les événements que de son point de vue. Et on sait d'avance d'ailleurs qui donnera les réponses qu'on attendait en fait. On sait qu'il parviendra à répondre à toute l'explication qu'on se pose nous lecteurs tout au fil du livre. Mais maintenant, si on se base sur l'histoire de la guerre des mondes, il faut restituer le contexte. L'histoire se passe dans une Angleterre à la fin du XIXe siècle, pendant la période de l'ère victorienne, à une époque où les avancées scientifiques sont nombreuses et où l'espèce humaine est déjà l'espèce dominante de la planète. Cela aura toute son importance plus tard. Un jour, des scientifiques, dont le narrateur, aperçoivent des explosions de gaz venues de Mars par des longues vues. À l'époque, il fait mention de ça pour montrer justement qu'il y avait déjà des avancées à ce moment-là. Et ces scientifiques théorisent sur la possibilité qu'il y ait de la vie là-bas. Plusieurs jours plus tard, des capsules sont envoyées depuis Mars et s'écrasent sur la Terre, en Angleterre plus précisément, à plusieurs kilomètres de la petite ville du nom de Woking, une ville d'où provient le personnage principal. Très rapidement, les Martiens qui étaient dans cette capsule se transforment en une grande machine qu'ils nommeront Tripode. Cette machine est décrite comme des géantes créatures tentaculaires avec une technologie avancée et va déclencher une série de catastrophes et de meurtres de masse
Plus l'histoire continue, et plus il y aura de tripodes qui menaceront l'Angleterre. Les Martiens détruiront de nombreux lieux, des villes, dont Londres, la capitale, et provoqueront ainsi la panique dans la population. Les forces humaines s'organiseront en vain afin de résister à cette menace extraterrestre, mais cela sera très très compliqué. La guerre des mondes propose tout au long de sa lecture une opposition de deux mondes, celui des Martiens et celui de l'humanité. Le narrateur essaiera de comprendre qui sont ces êtres, de comprendre leur volonté et d'essayer d'expliquer par ces faits rationnels, enfin par des faits rationnels et scientifiques, parce que justement ces faits, voilà, ils savent pas les expliquer au début évidemment. Et le but aussi pour l'auteur, c'est aussi de comprendre les motivations des Martiens et par ce fait, ils vont essayer aussi d'étudier la technologie martienne qui est supérieure à celle de l'homme à ce moment-là. Et en bref aussi, on peut dire que la guerre des mondes, c'est un récit de science-fiction qui explore les effets psychologiques de la guerre, de la lutte désespérée de l'humanité contre une force qui est technologiquement beaucoup trop supérieure à eux, à une époque du 19e siècle. Euh, H.G. Wells expose également durant tout le roman la peur de l'inconnu aussi. Voilà, on ne sait pas qui sont ces martiens, on ne sait pas qui sont ces individus, et ils sont très très dangereux. La guerre en tant que telle est un outil, est un bon moyen pour y parvenir, au travers de ce récit scientifique qui tend à étudier une espèce envahissante et une espèce dominatrice sur Terre. Ensuite, nous allons parler du plan de l'exposé globalement. Une fois que maintenant qu'on vient de présenter l'auteur et le texte, nous allons passer à notre problématique qui s'intitule Comment H.G. Wells, par son registre précurseur, parvient à raconter une histoire où le danger ne provient pas de l'homme et expose un cadre narratif ayant pour reflet notre monde. Nous allons articuler notre explication par trois grandes parties. Donc petit 1, un tournant dans la littérature, la dystopie spatiale. En petit 2, la confrontation de deux mondes, l'humanité contre les martiens. Et enfin en 3, la révélation sur notre monde, la théorisation scientifique et la colonisation. Donc dans un premier temps, avec notre première partie, nous allons parler de l'impact que peut avoir une dystopie dans un roman de science-fiction, afin de voir les effets des découvertes humaines dans le monde, et également de comprendre en quoi une dystopie spatiale se constitue. Cette première partie abordera en somme des thématiques autour du XIXe siècle, dans lequel vit l'humanité, dans ce moment-là du texte, et bien sûr, nous verrons tous les bouleversements principaux que provoquent les Martiens à leur arrivée, du désir d'éliminer l'humanité. Donc voilà, on va vraiment se baser là-dessus, surtout dans notre petit ABC. Dans notre deuxième partie, qui s'intitule La confrontation de deux mondes, l'humanité contre les Martiens, on va se pencher davantage sur cette opposition entre le monde de Mars, celui des Martiens donc, et celui de l'homme à la fin du XIXe siècle, encore une fois. C'est important de préciser évidemment le siècle, parce que c'est pas le même siècle que le nôtre, et il y a beaucoup de recul comparé à cela, et c'est pour ça que c'était une époque où il y avait beaucoup d'avancées scientifiques. On parlera alors, dans cette deuxième partie, de la différence de ces deux espèces dans ces conflits, d'où le nom, la guerre des mondes. Il y a alors des choses qui les opposent, ou du moins qui les différencient. Voilà. Au travers de cette thématique telle que la guerre, dans l'inégalité technologique des deux espèces, de la façon de voir le monde et de la différence entre Mars et la Terre. Voilà, on va essayer de vraiment voir cela au travers de toute cette thématique-là. Et enfin, en troisième partie, nous allons parler surtout de ce qu'entretient le texte de Wells vis-à-vis de notre monde. Comment, comme nous l'avons dit en introduction, on peut dire que ces textes se veulent scientifiques, et au travers de cette révélation sur le monde, on cherche à comprendre en quoi l'impact scientifique peut vraiment avoir un impact fictionnel dans le texte. Cela nous permet de réfléchir en tant que lecteur par rapport à l'histoire de l'humanité, de son avancée scientifique et dominatrice des espèces. Donc il y a toute cette thématique-là que l'auteur veut nous faire... il y a vraiment, on veut vraiment nous faire réfléchir là-dessus. Et le roman prend vraiment du recul par rapport à notre monde. C'est-à-dire que il y a des moments où on veut nous faire prendre conscience de certaines choses, dont notamment la fin du livre est d'ailleurs assez surprenante, mais on en reparlera juste après. Nous allons donc passer à notre première grande partie. Nous voici donc à notre première grande partie et nous allons nous intéresser à la condition de l'humanité dans cette dystopie, en commençant par notre petit A, l'humanité à l'aube de sa nouvelle et dernière découverte. Le concept de dystopie spatiale s'articule assez bien dans le cadre de l'extinction de l'humanité, et cela se produit par le fait que l'humanité soit à sa toute nouvelle découverte, mais aussi hélas à sa dernière. Comme nous l'avons dit, l'histoire se passe à la fin du XIXe siècle en Angleterre. Des scientifiques remplis de curiosité veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une comète venant de Mars. Le roman évoque l'humanité à l'aube de sa nouvelle et potentiellement dernière découverte. Tout cela crée une tension palpable entre l'excitation de l'inconnu et l'ombre de l'incertitude.
H. G. Wells propose donc une vision audacieuse et posant plein de questions pour les personnages de son époque, de savoir si la vie existe sur Mars. Cependant, le but bien sûr n'est pas seulement de savoir s'il y a de la vie. Les scientifiques développent à plusieurs reprises au sein du livre diverses explications scientifiques. Le narrateur explique d'ailleurs que Mars est différente de la Terre sur bien des points et Wells utilise donc des faits scientifiques connus de l'époque et il se base sur cela afin de créer quelque chose de très vraisemblable dans le propos tenu par les scientifiques de son monde. De par cette curiosité, Wells n'introduit pas immédiatement la dystopie car l'attaque n'a pas encore eu lieu vu qu'il n'y a que cette spéculation dans les étoiles, jusqu'au moment bien sûr où la capsule des Martiens se crache sur Terre. À ce moment-là, l'humanité est sur le point de franchir une étape cruciale de son histoire, qui la marquera à vie, une étape qu'ils ignorent pour cet instant. Au moment des faits, le narrateur ne le savait pas, et lorsqu'il narre les faits, enfin lorsqu'il narre ce qu'il dit, cela devient tout de suite plus percutant en fait. Dans les premiers épisodes de La Guerre des Mondes, il y en a un qui s'appelle Le Cylindre et l'autre Le Réveillon Ardent. Il se situe au début du texte et Wells explore parfaitement cette idée de la fin, car on a d'abord la curiosité qui arrive, puis on a la partie où les tripodes commencent à attaquer. Ainsi, on peut dire que la dystopie spatiale commence par là. Elle commence tout d'abord par ces capsules qui arrivent sur Terre, euh, qui n'ont pas trop d'impact sur le moment, puis cela va se baser profondément dans l'aspiration et les inquiétudes scientifiques de son temps. Wells offre une méditation provocante sur la quête humaine de l'homme qui se veut tout savant et va en payer le prix fort par cette soif de connaissance, de vouloir tout expliquer. Cela mène donc La Guerre des Mondes à marquer indéniablement un tournant significatif dans la littérature par son mode de narration qui est que les Martiens attaquent la Terre. Nous allons passer à notre deuxième partie, la désillusion du rêve spatial. Le concept de dystopie spatiale s'articule également ici, car malgré la fascination de savoir qu'il existe des êtres vivants dans l'espace, autres que dans le monde des hommes, les hommes de cette période sont surpris et profondément choqués de ce qu'ils viennent de vivre. Cela rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Le narrateur va donc vivre toute une révélation qui s'articule autour de cette désillusion, du danger. Alors au début, il ne comprend pas tout ce qu'il se passe, hein. Il va apercevoir que l'un de ses amis va se faire tuer devant ses yeux avec une arme complètement inexplicable sur le moment. L'auteur veut ici montrer tout un climat de peur et d'angoisse. Si avant on était dans la curiosité de savoir qui se cachait dans cette capsule, de comprendre comment ces explosions de gaz sur Mars ont eu lieu, maintenant on bascule, pas tout à fait encore, dans une dystopie. Petit à petit, elle n'est qu'au début de son avancée. Le narrateur expliquera alors, de son point de vue durant tout le roman, qu'une dualité éclatera entre celle de l'exploration audacieuse de l'homme, depuis toujours, et celle des conséquences dévastatrices de ne pas avoir pris au sérieux cette menace qui est arrivée sur Terre. Au début, il n'y a qu'un tripode qui est déclaré, mais petit à petit, plusieurs capsules seront envoyées sur l'Angleterre. Les tripodes étant très dangereux, il est difficile de leur échapper. Le narrateur y parvient dans un état de peur, d'une crainte non rationnelle comme il le dira au début de l'invasion. La peur que j'avais n'était pas une crainte rationnelle, mais une terreur panique, non seulement des Martiens, mais de l'obscurité et du silence qui m'entourait, ainsi de suite. Et cette Angleterre, qui jadis était un symbole de civilisation et de modernité, deviendra petit à petit un paysage dévasté, où elle soulignera toutes les conséquences de cette invasion. Le narrateur reconnaîtra qu'il y avait une mise en garde contre ce trop grand excès de confiance. Les idéaux du progrès de l'homme, qui avaient tant apporté à son espèce durant des siècles, sont désormais punis. L'homme ici n'avait aucune considération éthique et préventive. Et narrativement parlant, cette dystopie spatiale va s'avérer être une réflexion sur les inquiétudes profondes à cette époque-là. Le narrateur n'imaginait pas cela, son rêve de connaître qui vit sur Mars s'apprête à devenir un théâtre de destruction, et cette désillusion du rêve va alors souligner toutes les conséquences dévastatrices d'une exploration trop naïve et trop aveugle. Elle transcende ainsi tout un contexte narratif qui cherche à chercher profondément les préoccupations sociales et scientifiques de l'époque. On peut aussi dire que cette désillusion du rêve spatial est donc un moment fort important dans l'histoire de l'humanité, et c'est vraiment un choc pour eux. On passe maintenant à notre troisième partie, qui s'intitule Une dévastation apocalyptique croissante de l'envahisseur. Dans son récit, le narrateur racontera les péripéties qu'il va rencontrer. Dans un premier temps, il va donc perdre un ami proche, lui aussi scientifique, puis il sera séparé de sa femme où elle devra se réfugier dans une autre ville au moment de l'attaque du tripode à Woking. Le narrateur va donc vivre dans un univers qui deviendra de plus en plus dystopique au fur et à mesure que le récit avance. Il y aura une dévastation apocalyptique qui se veut croissante,
car il y a de plus en plus de tripodes et les pertes humaines seront très très nombreuses au fur et à mesure de l'invasion. L'univers du narrateur deviendra complètement dystopique, clairement. Si on s'en réfère à la définition qui se veut être un monde ou une société organisée de telle façon qu'il soit impossible d'y échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs, ici en l'occurrence, on peut dire que les dirigeants sont des martiens et que la politique et la société dans ce monde se veut complètement bafouée. Les règles sociétales de l'homme ne peuvent plus s'appliquer dans un tel scénario, les martiens ayant envahi absolument toute l'Angleterre. Les citoyens anglais ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. L'humanité peine vraiment, en plus de cela, à défendre ses terres, ses habitants. Les tripodes étant très dangereux et quasiment inarrêtables, les troupes armées cesseront de combattre au bout d'un moment, car tout cela est vain. On peut aussi dire que les premiers appareils pour communiquer à distance ne sont pas encore optimales, et cela va vraiment avoir de lourdes conséquences sur l'histoire. Euh, alors j'ai dit optimal, c'est optimaux, pardon. L'armée humaine est donc peu réceptive et en plus de cela, il est compliqué pour les soldats de lutter face à l'invasion. L'humanité se verra de moins en moins nombreuse et les martiens de plus en plus nombreux. Il y a ce moment assez important dans le livre qui relate l'histoire du petit frère du narrateur qui vit à Londres pour faire ses études en médecine. Londres est en premier temps épargnée par les martiens au début de l'invasion, puisque la première capsule apparaît enfin, vraiment très très loin de là. Mais Londres pose un problème, c'est là où il y a la concentration d'habitants qui est la plus élevée. Et cet épisode-là, où les Martiens arrivent à Londres, s'appelle la panique. Et on comprend assez bien cette thématique qu'est la dévastation apocalyptique. Les Londoniens luttent tant bien que mal, tout le monde prenant les trains restants pendant que les forces de l'ordre tentent de calmer la situation sous les attaques des tripodes. Euh, et l'arrivée des Martiens dans la capitale va vraiment créer la panique complète. Il n'y aura vraiment plus aucune loi qui va s'appliquer. On peut aussi dire que toutes ces machines de guerre martiennes, avec leurs rayons ardents destructeurs, incarnent une puissance que on ne peut pas lutter en fait. Vraiment, on ne peut pas lutter face à ça et c'est hyper dangereux. Cette dévastation devient un élément central de la dystopie, mettant en évidence les conséquences graves d'une exploration spatiale mal avisée et rappelant au lecteur les fragilités de la civilisation humaine face à une menace extraterrestre beaucoup plus avancée. Ainsi, la dystopie spatiale de Wells transcende le simple récit de science-fiction afin d'offrir une méditation profonde sur la nature humaine, la science et la société à l'aube du XXe siècle. Nous voici donc à notre deuxième grande partie, et nous allons comparer les deux mondes, voir ce qui les confronte, en commençant par notre petit A, la domination des Martiens, retour à un état de survie et à celui du péché. L'invasion des Martiens suscite beaucoup de problèmes, dont l'impuissance de l'homme face à l'envahisseur. L'espèce humaine se voit donc devenir une proie dominée par les Martiens qui jouent le rôle des prédateurs. Cette domination va donc précipiter l'humanité dans une survie primitive, à un retour brutal, à un état où la peur et le péché s'entremêlent. Les Martiens apparaissent comme des envoyés de la colère divine selon le personnage du vicaire. C'est un personnage que rencontrera le narrateur. Il n'est pas un homme de science, et c'est ce qui le différencie du narrateur. Et il va donc penser que les Martiens sont des envoyés de Dieu. C'est dans la panique qu'il dit ça. Et le narrateur, lui, il reste rationnel, on va dire. Et ces deux personnages représentent deux courants de pensée, donc, d'idéologies différentes, celui de la science et l'autre de la religion. Les Martiens, par leur domination, remettent en question la position de l'homme en tant que race dominante de la planète. L'humanité était jadis orgueilleuse de ses réalisations, et elle se voit contrainte de se terrer sous terre, de se cacher dans les bâtiments abandonnés. C'est donc dans ce contexte apocalyptique que le personnage du vicaire émerge, un représentant de la foi ébranlé par la terreur de l'inconnu. La menace martienne devient alors une épreuve existentielle, une confrontation avec des forces supérieures qui mettent en doute la nature même de la création divine. Cependant, il n'y a quasiment aucune justification religieuse dans le texte. Wells utilise donc le sentiment du péché, celui de la religion, pour le fait d'avoir commis une erreur. Et cela rejoint cette idée de la mise en garde de tout à l'heure en fait. Cela donne le point de vue de d'autres personnages qui ne sont pas scientifiques et de savoir comment ils voient le monde. Le vicaire incarne donc cette lutte intérieure entre la confiance en une transcendance divine et la réalité brutale de la menace martienne. Les Martiens n'auront pas cette considération religieuse et n'ont pas de courant de pensée semblable à celui de l'homme. En tant qu'envahisseurs implacables, ne laissant aucune place à la complaisance ou à la suprématie humaine, leur avancée inexorable plonge le monde dans le chaos. Ils détruisent quotidiennement des fondations de la société humaine et l'humanité se voit donc plongée dans une survie continuelle.
continue. Le narrateur, il prend peur de mourir à chaque instant et il espère un jour retrouver sa femme et c'est vraiment un état de survie où l'homme n'est plus en sûreté, enfin c'est vraiment plus possible de vivre. Et il y a alors toute une remise en question de la hiérarchie de la vie sur Terre. Ainsi, au milieu de ce conflit apocalyptique, l'humanité est confrontée à une redéfinition de sa place dans l'univers, oscillant entre la lutte pour la survie et la recherche de sens dans un monde déchu. Wells efface alors les frontières, euh, comment on pourrait dire ça, sociales et économiques de l'humanité, et cela réduit les individus à leur instinct primal de préservation. Nous allons maintenant passer à notre petit B, qui va traiter de l'inégalité technologique entre les deux mondes. La guerre des mondes raconte la confrontation de deux mondes complètement différents. Ce qui choque particulièrement dans cette guerre, c'est qu'elle se veut inégalitaire militairement. Les tripodes sont des géantes créatures, en quelque sorte, qui sont faites en aluminium, enfin un alliage qui ressemble à l'aluminium. Ils sont décrits comme ayant une tête très effrayante et ils se déplacent avec des tentacules. Cela évoque plus un animal qu'une réelle machine dans sa forme, mais ce sont au niveau des armes et du matériel utilisé enfin, ce qui démarque les tripodes d'un réel animal. Les armes employées par les Martiens sont plus meurtrières que les armes que l'on retrouve sur Terre. Le narrateur décrit les armes avec précision en essayant d'expliquer comment elles marchent. L'arme la plus utilisée par les Martiens est celle du rayon ardent, surnommée comme cela par les hommes. Les Martiens tuent des hommes au moyen de ce rayon lumineux qui émet, selon le narrateur, une chaleur intense et qui est projeté vers une cible au moyen d'un miroir parabolique de composition inconnue. Tout ce qui est visé par cette arme s'enflamme instantanément à son contact, mais son fonctionnement exact restera un mystère pour les humains. Les Martiens utilisent également la fumée noire, appelée de cette façon par les humains. Il s'agit d'un tube en forme de canon qui lance des obus se brisant sans exploser en touchant le sol, ce qui dégage une vapeur lourde et noire. Elle se répand alors vers le ciel en une fumée sombre empoisonnée, tuant toute personne qui la respire. Dans l'épilogue, le narrateur expliquera que la composition de la fumée noire est encore inconnue, ce que le générateur du rayon ardent demeure un mystère quant à lui. Le fait que ce soit inconnu révèle quelque chose qui ressort du savoir de l'homme. On ne sait même pas, enfin, ça ressort de ce que l'homme ne sait pas finalement. Et les Martiens sont d'ailleurs plus avancés dans divers moyens, pas que l'armement, aussi dans le fait de voler. Le narrateur, il va expliquer que, enfin dans le texte, que la machine volante de Otto Liechtenstein, je ne sais pas comment ça se prononce, une machine qui est apparue en 1895. Ce n'est pas une machine, enfin c'était la première machine volante de l'humanité. Elle n'était pas très performante, mais elle permettait de voler pendant de courts instants. Et il s'agit à ce moment-là de l'histoire de l'humanité euh, ça, une première invention qui, plus tard, au fil des décennies, va devenir beaucoup plus récurrente et beaucoup plus avancée. Et les Martiens sont vraiment beaucoup plus avancés à ce niveau-là. Ils ont déjà des machines volantes et ils arrivent à venir sur Terre sans aucun problème. Et Wells, il utilise une invention de la vraie vie afin de créer un élément de fiction pour le comparer dans son monde imaginaire. Cette technologie extraterrestre, totalement hors de portée des capacités humaines de l'époque, crée un écart qui se veut vertigineux, on va dire, entre les deux civilisations. On peut dire que cette inégalité technologique entre les Martiens et l'humanité dans la guerre des mondes pose une réflexion profonde sur les implications éthiques et sociales de la technologie. Cet écart de puissance entre les deux mondes devient ainsi un puissant catalyseur de réflexion sur la course à l'avancement technologique, les limites de la compréhension humaine et les préoccupations entourant l'exploration spatiale à une époque où de tels défis semblaient encore lointains. Et c'est vrai que plusieurs décennies plus tard, l'homme va finir par arriver sur la Lune. Nous allons passer à notre petit C, le déplacement d'un monde sur Terre, la conception de la terraformation. En plus de la guerre, les Martiens abordent une thématique qui est le déplacement d'un monde sur Terre par la conception de la terraformation. Il s'agit du processus consistant à transformer l'environnement naturel d'un corps céleste, d'une planète, afin de le rendre habitable en réunissant les conditions nécessaires à la vie de type terrestre. Et en plus de commettre une guerre contre l'humanité, les Martiens ils s'en prennent également à toute la nature de la Terre. Et les rayons ardents dévastateurs ne se limitent pas seulement à éradiquer les êtres humains, mais ils s'en prennent également à la nature de la Terre en elle-même, et ils laissent derrière eux un paysage complètement désolé, complètement brûlé, et teinté de rouge, tout comme la planète Mars finalement. La végétation de là-bas d'ailleurs est décrite, selon le narrateur, comme étant entièrement rouge. Et le narrateur il va expliquer à plusieurs reprises toutes les différences qui opposent la Terre et Mars.
qui sont enfin connus par les scientifiques de son époque. Et la conception de la terraformation affirme l'idée d'une notion lointaine pour l'humanité qui deviendra une réalité cauchemardesque sous l'emprise martienne. Ça sera le début de la terraformation par une autre espèce. Dans leur désir d'invasion, les Martiens changent l'écosystème, euh, mais pas seulement par les rayons ardents, mais ils vont aussi implémenter une nouvelle espèce végétale qui est toute rouge, que les hommes vont appeler l'herbe rouge. Les Martiens ont apporté des semences de leur planète avec eux, et le narrateur dira aussi qu'il ne sait pas si cette herbe rouge est arrivée intentionnellement ou accidentellement. On peut aussi dire que cette herbe rouge s'accroît très rapidement, elle grandit très très vite, mais elle n'est pas dangereuse cependant. Cette intrusion inattendue sur la planète Terre révèle une autre dimension de la confrontation, démontrant la capacité des Martiens à remodeler le monde selon tous leurs besoins, transcendant ainsi les limites de la simple invasion militaire. Il y a cette idée que le narrateur voit en les Martiens quelque chose de, de la conception du déplacement d'un monde. Et il rase complètement, pas seulement que les arbres, aussi toutes les forêts et toutes les terres habitables globalement. Et Wells s'inspire donc des préoccupations de l'époque sur l'environnement. On peut aussi dire que le déplacement d'un monde offre une perspective inquiétante sur la manière dont une civilisation étrangère peut non seulement détruire la vie humaine, mais aussi transformer la Terre en elle-même. Et cela a un lien très étroit avec l'écologie et l'ingénierie environnementale en soi. Nous voici donc à notre troisième et dernière grande partie, et nous allons étudier la science dans le récit, qui joue un rôle très important, et toute la révélation qu'il y a autour de notre monde. On va commencer avec notre petit A, l'évolution des espèces acquises pour les Martiens. La Carte des mondes propose une conception nouvelle de l'époque scientifique qui fut très longtemps débattue lors de son temps. Le narrateur évoque alors la majeure théorie qui constitue tout le débat, celle de l'évolution des espèces qui a été reprise plusieurs fois dans le livre et citée plusieurs fois. L'évolution des espèces chez les Martiens offre ici toute une interprétation fascinante et inquiétante de la théorie darwinienne, tout en alimentant les débats scientifiques de cette époque victorienne. Wells joue sur cela. Dans le doute de cette théorie, est-ce qu'elle s'applique à tous les êtres vivants? C'est ce que le narrateur va faire. Il transpose la théorie de Darwin sur les Martiens et suggère que les lois de l'évolution s'appliquent également à ces êtres extraterrestres. Cette idée qu'évoquent les croyances et hypothèses humaines pour décrire les Martiens crée ainsi une réflexion sur la nature même de l'évolution et de son universalité sur toutes les espèces. Wells va faire une description détaillée des Martiens par le narrateur, et cela renforce cette notion d'évolution acquise, leurs caractéristiques physiques, telles que leur grande taille, identique à celle d'un ours selon le narrateur, le fait qu'ils ressemblent à des poulpes, ils ont une tête en forme de sac avec des grands yeux ronds en forme de soucoupe, et on dit aussi qu'ils ont 10 longues tentacules flexibles, montrant une adaptation évolutive à leur environnement martien unique. Euh, ils sont assez uniques, ils ressemblent à rien de ce qui existe sur Terre. Ils sont assez étranges à ce niveau-là. Ils n'ont pas de dents et ils ont une fonction vampirique, c'est-à-dire qu'ils se servent de leur bouche seulement pour parler et respirer. Ils s'injectent directement le sang de leur proie, de leur victime, dans leurs veines. Donc ils n'ont pas la même conception de nous de se nourrir. Et ça là montre une évolution spécialisée. Ils sont dépourvus d'organes digestifs et tout cela réside aussi dans le fait qu'ils n'ont pas tout misé dans leur force corporelle, mais surtout dans celle de l'intelligence, un peu comme celle de l'homme, mais à une étape encore plus extrême. Leur corps est très très peu comparable au nôtre. L'accomplissement de l'espèce martienne, que comprend leur fonctionnement de leur corps et de leur machine, les représente complètement. Ils sont pas du tout comme l'homme à ce niveau-là aussi. Le narrateur expliquera aussi qu'ils ne connaissent pas l'invention de la roue. Ça, c'est très important. Parce que l'invention de la roue, elle est propre à celle de l'homme. Et pour l'homme, la roue est indispensable. Cette réalité étrange et perturbante met en lumière les limites de la compréhension humaine face à des civilisations beaucoup plus avancées. Wells explore ainsi la notion que les Martiens ont maîtrisé les mécanismes de l'évolution au point de concevoir et d'élever des créatures pour répondre à leurs besoins. C'est eux qui ils élèvent leurs propres créatures sur Mars. Et cependant, il faut aussi savoir ça, c'est que ils ont évolué certes, mais il faut savoir que la gravité est 3 fois plus élevée sur Mars, euh, sur Terre, pardon. Et les Martiens ne peuvent pas se tenir debout complètement sur Terre. C'est pour ça qu'ils rampent plutôt que parce que sur Mars ils sont debout sur leurs tentacules. Cela offre un exemple concret de l'adaptation évolutive d'un environnement. Pardon. Cette différence fondamentale souligne la relativité des conditions de vie et explore les défis auxquels l'humanité serait confrontée
dans un contexte extraterrestre. Donc voilà, il parle tout le temps de l'évolution des espèces pour faire cette différence entre les Martiens et l'homme, et ça révèle beaucoup de choses sur notre monde également. Nous allons passer à notre deuxième petite partie, la théorie microbienne acquise pour l'humanité. Alors bien que cette invasion destructrice qu'elle est, inévitable aussi pour l'humanité, elle se termine par un scénario assez surprenant, celle de la mort subite des Martiens due aux maladies de notre monde n'existant pas sur Mars. Cette facilité scénaristique est expliquée plus en détail, notamment par la mention de la théorie microbienne, découverte peu avant la sortie du roman. La théorie microbienne deviendra un élément crucial soulignant le point faible des Martiens. Le narrateur développe l'idée que les micro-organismes ont toujours existé sur Terre, et ils ont toujours commis des maladies sur diverses espèces animales et végétales, dont l'homme d'ailleurs. Ici, dans le récit, il s'agit d'une explication plus que logique dans un scénario d'invasion extraterrestre. Les micro-organismes se voient comme le plus grand allié de l'homme, et cela révèle un niveau de connaissance que les Martiens n'ont pas. Euh, c'est la connaissance de l'infiniment petit et la compréhension de l'impact potentiel des micro-organismes sur les organismes vivants. Le récit explore la possibilité que les microbes terrestres, apparemment insignifiants, puissent constituer une menace redoutable pour les Martiens. Cette vulnérabilité inattendue des envahisseurs extraterrestres souligne non seulement la puissance des connaissances microbiologiques de l'homme, mais aussi de la fragilité des civilisations technologiquement avancées face à la menace invisible à l'œil nu. Il y a quelque chose qui est assez orgueilleux de la part des Martiens en fait. Ils ont beau être très très forts et très très puissants, comme dit le narrateur, ils sont 10 fois plus puissants, mais ils sont pas pour autant vainqueurs des maladies. Et la question cruciale de savoir si les microbes ont vaincu les Martiens devient un point central dans le récit, et cette incertitude plane sur tout le dénouement. Est-ce que les microbes ont eu raison des Martiens? Cela signifierait donc la fin de l'ère des envahisseurs. Cela crée aussi, on peut dire, une fin ironique et assez surprenante, souvent qualifiée de happy ending, et cette tournure inattendue offre une leçon profonde sur la manière dont des éléments apparemment insignifiants peuvent renverser des civilisations puissantes. Donc le rôle des microbes a vraiment un impact très important dans ce récit. Cela montre toutes les avancées scientifiques de l'époque en microbiologie. L'émergence de la compréhension des micro-organismes et de leur potentiel destructeur illustre le progrès rapide de la science au XIXe siècle. Euh, et on peut aussi dire ainsi que l'utilisation de la théorie microbienne dans le récit aborde toute une réflexion sur l'imprévisibilité de la science et la manière dont des connaissances apparemment modestes peuvent avoir des conséquences monumentales. On va commencer notre dernière sous-partie, la colonisation acquise pour les deux mondes. Wells écrit ce livre dans le contexte colonialiste de l'Angleterre, il faut le prendre en compte. Il est dans une prise de position qui est assez claire, et il va dire ça, ce que les Anglais ont fait subir aux autres peuples, les Martiens peuvent le reproduire sur les humains. C'est là aussi toute la thématique principale du texte. Il est d'ailleurs important de préciser qu'il ne veut pas punir le peuple anglais particulièrement, mais toute l'humanité généralement, qui finira tôt ou tard par périr de l'invasion martienne. Voilà. Il n'y a pas que les Anglais qui sont attaqués, on craint aussi que Paris ou Berlin se fassent attaquer dans le récit. La colonisation dans le récit se présente comme une thématique complexe que l'on peut comparer avec celle de notre monde. Tout cela questionne le lecteur et soulève des parallèles frappants entre la colonisation martienne destructrice et l'impérialisme de l'ère victorienne. L'homme subit, dans ce récit, les conséquences de ce qu'il a toujours fait, rappelant à travers le narrateur les massacres et les ravages de l'humanité au travers de son histoire. C'est pour cette raison que le narrateur souligne le prix à payer pour l'expansion, remettant en question les motivations et les conséquences de la colonisation. Le concept de coloniser, qui est défini comme étant un acte de rayer de la carte à un autre monde, accentue la brutalité inhérente à cette entreprise et souligne tous les dangers potentiels. L'analogie entre la guerre des mondes sur Terre et la possibilité d'une colonisation martienne de Vénus pose des questions cruciales sur la capacité de l'homme à répéter les mêmes erreurs du passé. Si les Martiens l'ont fait sur Terre, ils peuvent très bien le faire sur Vénus. Et est-ce que l'homme y parviendra? C'est plein de questions que se pose le narrateur. On peut aussi dire que le narrateur envisage d'ailleurs, euh, enfin, il envisage de penser que l'homme sera peut-être capable un jour d'affliger les mêmes ravages à d'autres mondes. C'est possible aussi. C'est un des rares points communs que les Martiens et l'humanité ont d'ailleurs, c'est le désir de conquête, le désir de guerre. Les deux sont intimement liés finalement. Le récit offre une réflexion critique sur les actions humaines et extraterrestres non réfléchies, c'est tout le propos aussi un petit peu du livre en général. On peut aussi dire que, en explorant tous ces thèmes, la guerre des mondes va au-delà du simple récit de science-fiction. Il explore la dystopie afin d'offrir une méditation profonde sur la responsabilité, l'éthique et les implications de l'expansion humaine, tout en mettant en garde contre les dangers inhérents à la colonisation. La colonisation paraît donc comme une leçon de vie,
Les massacres humains sont, de par l'histoire, propres à tous les peuples de la Terre. Ici, ce sera le prix fort d'avoir été, pendant des siècles, la source principale des conflits mondiaux. Pour conclure, nous essaierons de répondre à notre problématique qui est comment H. G. Wells, par son registre précurseur, parvient à raconter une histoire où le danger ne provient pas de l'homme et expose un cadre narratif ayant pour reflet notre monde. On peut dire que La Guerre des mondes se veut donc être un tournant du XXe siècle, dans une époque assez étrange qui est marquée par la fin de l'ère victorienne en Angleterre. Il y a beaucoup de place pour inventer des choses. Wells arrive à un moment où il apporte cette idée un peu folle que les Martiens débarquent sur Terre. C'est assez nouveau dans le paysage littéraire. La Guerre des mondes est un ouvrage qui a suscité beaucoup de surprises à son époque. H. G. Wells explore la peur de l'inconnu dans le texte. Il met en place une dystopie spatiale d'un envahisseur surpuissant que l'on ne peut pas lutter. Le dénouement final du récit est assez surprenant en fait, et cela renverse toute la dystopie à la fin, ce qui est d'autant plus impactant lorsque l'on sait qu'il s'agit de micro-organismes. L'auteur parvient à raconter une histoire animée avec des éléments scientifiques de l'époque, tels que la théorie de l'évolution et la microbiologie notamment. Pour ancrer son récit dans une vraisemblance fascinante, il essaye d'apporter plein de questions et de raisonnements scientifiques, par exemple sur la nature de l'exploration spatiale et sur les espèces vivantes, sur les armements, etc. Tout cela est dans un but bien précis, celui de refléter notre monde, de parler de la dystopie comme l'impérialisme par exemple, ou de la colonisation, ou de la science de la vie, du savoir humain, et même de l'orgueil que l'on peut avoir en tant qu'espèce dominante vis-à-vis des autres espèces. H. G. Wells raconte une histoire en avant sur son temps et parvient à faire de La Guerre des mondes un classique du genre de la science-fiction. Je pense qu'on peut conclure comme ça. C'est un genre enfin, c'est un livre vraiment très précurseur qui raconte plein de choses. Et cette anticipation des Martiens, cette menace extraterrestre. Et puis, ça raconte beaucoup de choses aussi sur notre monde. Mais je pense, voilà, avoir fini mon développement, mon argumentaire. Merci de m'avoir écouté.